Bismillah, c'est professeur Doro Thiam, professeur de sciences naturelles au lycée de Garçon. On va vous présenter aujourd'hui la leçon sur la correction du bac 2019, session normale. Donc on va commencer à corriger premièrement les QCM. Et ceci, on va commencer par le premier exercice. Et sur ce premier exercice, qu'est-ce qu'on a demandé aux élèves? On a dit que pour chacun des croisements 1 et 2, donner là où les réponses correctes après vérification selon les modèles du tableau suivant. Donc sur ce tableau, qu'est-ce qu'on a donné? On a donné les croisements, on a représenté ici donc 1 et 2. Les réponses donc vont être définies ici. Et vous avez donc l'élève qui va donner les vérifications selon les réponses qu'il a données. Et sur ça, qu'est-ce que nous avons croisé? La première question, on a dit que le croisement de deux drosophiles de phénotype GN hybride pour les deux caractères donne parmi la descendance 24% des drosophiles GN. On déduit que la première réponse, les individus croisés ont les mêmes génotypes. B, P égale à 1%, C, P égale à 2%, D, P égale à 4%. Donc ici, si on regarde, vous voyez sur le tableau que la réponse qu'on a donnée c'est D. Pour dire donc, ça correspond à P qui est égal à 4%. Et comment donc on a pu trouver ces 4% pour la vérification? Si on prend 1 quart moins P sur 4 égale à 24% d'après les résultats qu'ils ont donnés dans les croisements, nous allons avoir que moins P sur 4 va être égal à 24% moins 1 quart. Donc avec le signe moins, ce qui implique que ça va donner P sur 4 va être égal à moins 24% plus 1 quart. Donc on peut dire que ceci implique 1 quart moins 24%. Et ceci va nous donner donc que P sur 4 va être égal à 1 quart, c'est 0,25, on peut donc écrire ça, moins 24% aussi c'est 0,24. Et 0,25 moins 0,24, ça donne automatiquement 0,01. Ce qui implique donc P sur 4 va être égal à 0,1 qui est 1%. Si on multiplie les 24, si vous voulez, pour permettre à l'élève de comprendre ça plus facilement, on prend les 24, 0,1 fois 100. Ceci va vous donner donc 1 pour 1%. 1% qui est égal, donc ce qui implique si on calcule P, ça va être égal à 1% multiplié par 4, ce qui va vous donner que P est égal tout simplement à 4%, qui va donc correspondre au résultat que nous avons donné. Donc ce pourcentage résulte d'un croisement entre un drosophile qui est hybride GN, c'est-à-dire que le premier gamète va prendre GN, deuxième gamète petit g petit m croisé avec G grand G petit m croisé avec, c'est-à-dire petit g grand N. C'est-à-dire que le mâle va être hybride et la femelle va être hybride. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir ce résultat parmi le deuxième croisement. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? La deuxième question, ils nous ont dit que le croisement de deux drosophiles, l'une c'est grand B petit d, c'est-à-dire de phénotype grand B petit d, et l'autre de phénotype petit b grand D, donne une descendance répartie comme suit. Donc ça nous a donné, ils ont donné un tableau sur lequel nous avons 25% de phénotype grand B grand D, et 25% de phénotype grand B petit d, 25% de phénotype petit d
petit b grand D et 25% de phénotype petit b, petit d. Donc les réponses qu'ils nous ont données à choisir parmi ça, ils nous ont donné petit a, ces gènes sont obligatoirement indépendants. Petit b, ces gènes peuvent être liés. Petit c, les individus croisés sont des races pures. Petit d, l'un des parents est hybride, l'autre est des races pures. Donc on voit que parmi tous ces résultats, le petit a, on a dit que les gènes sont obligatoirement indépendants, c'est ce qui est complètement opposé au résultat que nous avons trouvé ici, les proportionnalités de 25%, 25%. Si on regarde donc, les gènes peuvent être liés, donc on peut prendre ça, c'est pourquoi nous avons donné donc la réponse petit b. Les individus croisés sont des races pures, donc on voit que c'est complètement opposé aussi au résultat que nous avons donné ici dans le croisement, parce que si les parents étaient de race pure, nous devrions avoir à la descendance une uniformité des hybrides, et c'est ce qui n'est pas le cas. Et dans le petit d, donc on voit aussi c'est carrément opposé au résultat que nous avons. Donc on a ici directement donné la réponse petit b qui est quand même plus proche du résultat que nous avons donné dans les croisements. Donc pour aller plus rapidement, on va voir l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, nous avons croisé un mâle Rn avec une femelle Rn, donne entre autres des résultats que nous avons ici obtenus. Les résultats que nous avons ici donnés dans le tableau, ils nous ont dit que les mâles sont 190, 10, 10, 190. Et ils nous ont demandé ici de compléter le tableau. Donc on va voir ici si on fait le croisement entre la femelle qui est RL et avec le mâle qui est RL, nous avons obtenu ici des femelles qui sont 100% et nous n'avons pas donc ces résultats intermédiaires parce que tout simplement que la femelle va donner donc ces 4 types de gamètes, mais on ne va pas avoir au niveau des mâles dans la deuxième réponse. C'est pourquoi nous avons obtenu ici 400 et au niveau des gamètes qui sont des gamètes récombinées, nous n'avons pas obtenu de résultats et nous n'avons pas obtenu, c'est-à-dire aussi au niveau des caractères qui sont ici récessifs, au niveau de la double récessive chez les femelles. Donc ces résultats nous montrent que le tableau qu'on va compléter, on va avoir 400 chez les femelles et ici 0 au niveau de phénotype grand R petit l et 0 descendance au niveau du phénotype petit r grand L et 0 descendance au niveau de petit r grand L. Et si on fait les croisements, vous allez voir que ça va vous donner les résultats que nous avons ici cités. Mais comme un petit peu aussi nous avons le temps qui nous presse, on va donc voir directement sur l'exercice de la génétique et pouvoir continuer le plus important du reste de la correction. Ce qui fait ici que si on regarde un petit peu l'exercice de la génétique, nous avons ici un croisement et ceci nous avons un arbre généalogique qui nous montre que nous avons un parent 1 et un parent 2 et nous avons ici le père et ici nous avons la mère. Nous avons l'individu aussi 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui est le descendant du couple 6 et 7. Donc, les questions qui sont posées ici, c'est qu'on vous dit que l'arbre généalogique ci-contre est celui d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire. Discutez le mode de transmission de cette maladie. La première hypothèse, on vous dit que l'allèle de la maladie est dominante, portée par X. L'allèle de la maladie est dominante portée par X, ça c'est la première hypothèse. On voit que ici, pas de père malade ayant une fille saine,
ni de mère saine ayant un garçon malade. Donc si on avait considéré que la maladie est dominante, l'hypothèse c'est que la maladie est dominante portée par X. Donc ce qui fait que la mère qui est ici, si on voit ici aussi la mère 3 qui est malade, le père 4 aussi qui est sain, c'est pourquoi donc on a dit qu'on peut donc retenir cette hypothèse du fait que la mère qui est malade et que la maladie est dominante, on peut avoir que la mère peut être XM avec la maladie qui domine grand M et X petit m, c'est-à-dire que la maladie qui est normale. Et on voit ici donc qu'il peut donner le XN à son fils qui est ici 4 sain et le père donne son Y, donc on a un enfant qui est sain, donc ça peut nous permettre de vérifier sur cette hypothèse que ça peut donc être retenu. C'est pourquoi nous avons retenu l'hypothèse 1 du fait qu'on a dit ici que la maladie elle est dominante. Donc si la maladie est dominante, soit la mère qui est ici malade est homozygote ou elle est hétérozygote dans les deux cas. Et si la mère est hétérozygote, c'est-à-dire qu'il peut donner son gamète normal à son enfant qui est ici sain dans cet arbre généalogique. L'hypothèse 2, on nous a dit que l'allèle de la maladie est dominante autosomale aussi. Donc dans ce cas, c'est à retenir, c'est la même chose. Donc si la mère elle est malade et que la maladie est dominante, la mère peut être XM avec le M domine, c'est-à-dire normal, et petit n, le normal. Le père donc qui est sain va être tout simplement NN. Donc le père va donner un seul type de gamète N. La mère peut donner soit son M ou son N. Si c'est le M de la mère qui rencontre le M, donc l'enfant pourra être malade. Mais si c'est le N du père qui rencontre le N du mère, l'enfant va être sain. C'est pourquoi donc nous avons ici l'enfant qui est sain. Donc c'est pour cette raison nous avons retenu l'hypothèse 2 et on va donc voir dans les autres hypothèses qui suivent et après voir qu'est-ce qui se passera à la suite. Dans l'hypothèse 3, nous avons dit que l'allèle de la maladie est récessive portée par X. Donc dans ce cas, c'est un petit peu pas du tout possible à donc confirmer cette hypothèse. Du fait que si la maman elle est malade et que la maladie est récessive et portée par le chromosome sexuel X, donc la maman va être XN. Donc la mère ne peut donner que son XN et le père qui est sain va donner donc son Y. Le Y du père et le XN de la mère va être donc XNY. Donc, du fait, comme il a dit ici que la maladie est récessive et que portée par X, l'enfant 4, qui est l'enfant du couple 1-2, devrait être malade. C'est le cas contraire à ce qui est ici dans cet arbre généalogique. C'est pourquoi nous avons dit donc 3 et à rejeter présence de mère malade n'ayant pas un garçon donc 5. Ce qui veut dire que si la mère est malade et que la maladie est récessive, porté par donc le chromosome sexuel X, normalement l'enfant devrait être malade. Donc ici il a un enfant qui est sain. Quatrième hypothèse, il nous dit que l'allèle de la maladie est récessive autosomale. Donc l'allèle de la maladie est récessive autosomale, ça ici ça peut marcher dans le cas où on peut retenir cette hypothèse, parce que la mère qui est ici malade va être tout simplement NN. Le père qui est sain, il se peut qu'il soit MN ou MM, comme que le père est sain. De toute façon, ici, on peut retenir du fait que la mère peut donner son N et le père peut donner son N ou son M. Si bien sûr on considère que le père est hétérozygote, si le père est quand même homozygote, là, c'est qui est sûr que le couple ne peut donner que des enfants qui sont sains. Mais si le père est hétérozygote, donc il se peut que l'un des enfants ait le 50% ou la moitié de gamètes du parent mâle et il hérite encore le gamète qui est malade de sa mère et que l'enfant, le gamète normal de sa mère et que l'enfant pourra être donc normal, ce qui fait que ici, dans ce cas, nous avons pu accepter cette hypothèse. Mais on va voir dans les résultats
du résumé de l'exercice, qu'est-ce qui va se passer après pour pouvoir donner une conclusion à ces hypothèses qui ont été posées au niveau de l'exercice. Donc, on continue. Donc, ce qui est à retenir dans ça, c'est que nous avons dit ici la première hypothèse sur sa validité, c'est qu'on peut retenir la première hypothèse. On peut retenir la deuxième hypothèse, on peut retenir la troisième, et on peut rejeter, vous m'excusez, la troisième hypothèse, et on peut retenir la quatrième hypothèse. Et à chaque hypothèse, il faut justifier. Donc ici, c'est dans la première hypothèse, c'est que nous n'avons pas un père malade ayant une fille saine, ni une mère saine ayant un garçon malade. Dans la deuxième hypothèse, c'est parce que pas de parents sains ayant des enfants malades. Et dans la troisième hypothèse, pourquoi on a rejeté? Parce que présence d'une mère malade ayant un garçon sain. Et dans la quatrième hypothèse, pourquoi nous avons retenu? Parce que pas de parents malades ayant des enfants qui sont sains. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on a demandé? On a dit qu'apporte cette information? Qu'apporte cette information d'autre part? Donc cette information, si vous regardez, c'est que la femme 2, ici, qui est malade, présente obligatoirement l'allèle normal, car son absence est létale. La femme 2, donc, est hybride. Du fait que nous avons dit que l'absence de l'allèle normal est létale, donc, ce qui veut dire que ici, même si on considère que la femme elle est malade, elle devrait quand même avoir l'allèle normal pour qu'elle puisse vivre. Sinon, l'absence de cette allèle normale va conduire à la mort. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que la femme 2 ne peut être qu'hybride. Donc, cette information est très importante parce qu'elle nous poussera à pouvoir donc donner la réponse exacte au niveau des hypothèses que nous avons ici supposées. Donc si on continue la troisième question, d'autres études statistiques ont confirmé que cette maladie affecte seulement les femmes. Que concluez-vous? Donc si on regarde ici, on va voir que la maladie est dominante. Donc, l'hypothèse 4 est à rejeter. Comme que la maladie est dominante, donc l'hypothèse 4 est à rejeter parce que dans l'hypothèse 4, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous a dit que l'allèle de la maladie est récessive. Donc, comme qu'ils nous ont confirmé ici que la maladie est dominante, donc on va directement rejeter l'hypothèse 4. C'est ce qui nous a permis à rejeter cette hypothèse-là. L'absence des hommes malades s'explique par l'allèle létal. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la présence de l'allèle normal pour que les filles, même si elles sont malades, pour qu'elles puissent vivre. Donc, l'allèle malade, tout simplement, au niveau des garçons, ça va donc les conduire à la mort parce qu'il n'y aura pas l'allèle normal qui va se présenter. Ce qui veut dire que les hommes malades sont donc hémizygotes, ce qui caractérise une transmission gonozomale. L'hypothèse donc 1 peut être confirmée. Et dans ça, nous pouvons écrire, donc comme on a dit que la maladie elle est dominante, on va écrire l'allèle malade avec grand M et l'allèle normal qui est récessif avec petit n. Donc ce qui nous permettra de faire ce petit tableau qu'on a déjà commencé à faire ici. Donc ce petit tableau va nous permettre d'écrire les génotypes des individus qu'on a demandé ici à déterminer. Nous avons l'individu 1, l'individu 2 et l'individu 6. L'individu 1, c'est le père, c'est-à-dire le premier couple, le père du premier couple. L'individu 2, c'est la mère du premier couple. Et l'individu 6, c'est l'enfant, non, c'est l'enfant qui est issu
du couple de 4. Donc c'est la sœur de l'individu 5. Donc si on regarde ici, on va voir que le 1, c'est le père qui est là. Donc il est sain. Comme que la maladie, nous avons dit, est gonozomale et portée par le chromosome sexuel X, donc le père qui est 1, son génotype va être XNY, comme qu'il est normal. La mère 2, qui est malade, donc va avoir comme génotype XM comme la maladie est dominante, XN comme on a dit que l'absence de l'allèle normal est mortelle. Donc si la mère ne présente pas l'allèle normal, c'est-à-dire que si elle est XM, elle ne pourra pas donc vivre. C'est pourquoi donc on a XM avec M qui domine, donc on a mis en majuscule, et XN montrant que N est récessif et qu'il faut qu'il y ait la présence de cet allèle pour que la femme puisse vivre. Donc c'est pourquoi, comme nous avons ici la femme qui a 2 allèles qui sont différents, nous allons dire qu'elle est hybride. La femme 2 est hybride. Le garçon 6, la fille 6. La fille 6 est saine. Comme que la maladie est dominante, la fille 6 qui est saine ne peut pas présenter l'allèle malade. Donc elle va être XN, XN. Donc c'est pourquoi nous avons la fille 6, elle qui est normale et aussi homozygote. Donc la question suivante de cet arbre généalogique, qu'est-ce que la suite de cet exercice, il nous demande quoi? Il nous dit donner le génotype des individus 1 et 2 et 6, on a fait ça. Quel est le risque de la maladie chez le fœtus 8? Le risque de la maladie, c'est le fœtus 8 et 0. Parce que la mère, elle est, nous avons dit la mère 6, son génotype c'est XN. Donc le père qui est 7, lui aussi son génotype comme il est sain, c'est XNY. Donc si on